J'ai toujours été la fille Dufresne exemplaire, suivant strictement les attentes de mes parents, Henri et Madeleine. J'ai grandi dans un luxueux manoir à Lyon, entouré de privilèges et avec un avenir apparemment brillant dans l'entreprise familiale. Dès mon plus jeune âge, j'ai été formée pour être le parfait successeur, destiné à perpétuer l'héritage Dufresne. Pourtant, en moi, il y avait une flamme qui brûlait sans cesse, une passion incontrôlable pour l'art, notamment la sculpture. J'ai passé d'innombrables nuits cachées dans ma chambre, sculptant à partir de morceaux de bois et d'argile, créant des formes et des figures qui semblaient prendre vie entre mes mains. J'ai suivi des cours d'art en secret, sous prétexte d'activités sociales et d'événements caritatifs que mes parents appréciaient tant. À 21 ans, j'ai réalisé que je ne pouvais plus vivre cette double vie. J'avais besoin de suivre mon cœur, même si cela impliquait d'abandonner tout ce que je savais. Je me souviens très bien du jour où j'ai décidé d'informer mes parents de ma décision. L'atmosphère dans le salon du manoir était, comme d'habitude, opulente et formelle. Mon père, Henri, lisait son journal financier, tandis que ma mère, Madeleine, brodait une belle toile de lin. « Papa, maman, j'ai besoin de te parler de quelque chose de très important, commençai-je en essayant de garder ma voix ferme. Ils levèrent les yeux, curieux et peut-être un peu inquiets. « Qu'est-ce qu'il y a, Amélie ?» demanda mon père en pliant le journal et en le mettant de côté. J'ai pris une profonde inspiration, sentant une boule se former dans ma gorge. J'ai décidé de m'installer à Paris et d'étudier l'art. Je veux devenir sculpteur. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'ai vu l'expression de mon père se durcir, et ma mère a laissé tomber sa broderie, me regardant avec de grands yeux de surprise et de désapprobation. « C'est ridicule, Amélie », mon père a explosé. « Vous avez un brillant avenir dans l'entreprise familiale. Pourquoi tout gâcher sur un caprice de jeunesse ? » « Ce n'est pas un caprice, papa, » répondis-je, essayant de contrôler les larmes qui menaçaient de couler. « L'art est ma passion. Je ne peux pas passer le reste de ma vie à faire quelque chose que je n'aime pas. »« Tu es égoïste », s'est exclamée ma mère, la voix tremblante d'émotion. « Nous vous avons tout donné, et c'est ainsi que vous nous remboursez ? » « Je ne suis pas égoïste, » répondis-je, sentant la colère et la douleur se mélanger en moi. « Je veux juste avoir la chance d'être heureux, de suivre mon propre chemin. » Mon père se leva brusquement, le visage rouge de colère. « Si tu franchis cette porte, Amélie, tu seras seule. Tu seras déshéritée et tu ne recevras plus un centime de notre part. » Ces paroles furent comme un coup dur, mais je savais que je ne pourrais pas le reprendre. « Alors c'est tout, » dis-je, ma voix ferme malgré la peur que je ressentais. « Je poursuivrai mon rêve, avec ou sans votre soutien. » J'ai pris mes outils de sculpture et quelques effets personnels et j'ai quitté le manoir Dufresne le soir même. Paris m'attendait, avec toutes ses promesses et ses défis. Je savais que le voyage serait ardu, que je serais confrontée à des difficultés inimaginables, mais ma détermination était inébranlable. J'étais prêt à tout sacrifier pour réaliser mon rêve de devenir sculpteur. En montant dans le train pour Paris, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la ville de Lyon disparaître à l'horizon. Mon cœur était lourd, mais aussi plein d'espoir. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais j'étais prêt à affronter n'importe quel obstacle, certain que ma passion pour l'art me guiderait à travers les ténèbres et vers la lumière. En arrivant à Paris, j'ai ressenti un mélange d'excitation et de peur. Cette ville si dynamique et pleine d'opportunités cachait aussi une dure réalité. Sans le soutien financier de ma famille, je devrais me débrouiller seule. Avec ma valise pleine d'outils de sculpture et un cœur plein de rêves, j'ai été obligée d'affronter une nouvelle vie. Ma première nuit s'est déroulée dans une petite chambre louée et délabrée à Montmartre. L'endroit était simple, avec un lit étroit et une table en bois usée par le temps. C'est par là que je vais commencer, ai-je pensé, essayant de me convaincre que cette pièce pourrait être transformée en studio d'art. Le lendemain, je me suis réveillée tôt et je suis partie à la recherche d'un travail. Les économies que j'avais ramenées de Lyon ne dureraient pas longtemps, il fallait donc que je trouve quelque chose rapidement. J'ai passé des heures à marcher dans les rues, à entrer dans les cafés et les restaurants, en leur demandant s'ils avaient besoin d'une serveuse. Finalement, dans un petit bistrot de la rue Le Pic, j'ai trouvé une place. « Je peux commencer tout de suite », dit-il au gérant, un sympathique homme aux cheveux gris nommé Monsieur Dubois. « Vous semblez déterminée, mademoiselle. Commencez demain alors. »
Le changement est de 8 heures du matin à 4 heures de l'après-midi, a-t-il répondu avec un sourire. Travailler comme serveuse n'était pas facile. Les longues heures debout, les clients exigeants et la précipitation constante m'ont épuisé. Mais chaque conseil que j'ai reçu était une petite victoire, un pas de plus vers la réalisation de mon rêve. Le soir, après une journée fatigante, je me rendais directement à l'école des beaux-arts, où je me consacrais aux cours de sculpture. C'est là que j'ai rencontré le professeur Jacques Moreau, sculpteur de renom qui est devenu une figure incontournable de mon parcours. Pendant un cours, il est passé devant moi alors que je travaillais sur une pièce d'argile, observant de près ce que je faisais. « Vous avez un talent unique, mademoiselle Dufresne », dit-il en s'arrêtant à côté de moi. « Je peux voir la passion dans chaque détail de cette sculpture. » « Merci, professeur Moreau. La sculpture est tout pour moi, répondis-je en essayant de contenir l'émotion dans ma voix. Jacques Moreau a décidé de m'aider à développer mes compétences. Il m'a offert des conseils supplémentaires en dehors des heures de cours, éventuellement, des opportunités de présenter mon travail. Tu as besoin d'être vue, Amélie. Ton talent ne peut pas être caché, a-t-il déclaré. Les journées étaient une lutte constante contre l'épuisement. Je me réveillais avant le lever du soleil, travaillais au bistrot jusqu'à l'après-midi, me précipitais vers des cours de sculpture, puis passais la nuit à m'entraîner dans ma petite chambre. Il y a eu des moments où le découragement m'a frappé, mais chaque petite réussite m'a donné la force de continuer. Un soir, alors qu'il travaillait sur une sculpture en marbre, Jacques s'est présenté dans mon atelier de fortune. « Amélie, j'ai une bonne nouvelle. Je t'ai offert l'opportunité d'exposer ton travail dans une petite galerie du Marais, annonce-t-il en souriant. C'est incroyable, professeur. Merci beaucoup. Répondis-je, croyant à peine ce que je venais d'entendre. Tu le mérites, Amélie. Votre talent doit être reconnu. Continuez ainsi et vous irez loin. Cette opportunité a été un moment décisif. L'exposition en galerie n'était pas grande, mais elle signifiait tout pour moi. J'ai travaillé sans relâche pour préparer mes pièces, en essayant de transmettre toute l'émotion et le dévouement que j'ai mis dans chacune d'elles. Le jour de l'exposition, la nervosité m'a envahi. La galerie était pleine de monde, tous regardant mes sculptures. Jacques était là, il me soutenait comme toujours, et quand j'ai vu les regards admiratifs sur les visages des visiteurs, j'ai su que tous les efforts en valaient la peine. À partir de ce moment, les premiers défis auxquels j'ai été confronté à Paris ont commencé à se transformer en opportunités. Mon talent était enfin reconnu, avec l'aide de Jacques, je me rapprochais de la réalisation de mon rêve d'être un sculpteur de renom. Je me souviens très bien du moment où j'ai commencé à avoir l'impression que tous les efforts, toutes les nuits blanches et tous les sacrifices commençaient enfin à porter leurs fruits. C'était comme si une petite lumière commençait à briller au milieu de l'obscurité qui avait été ma vie ces dernières années. Après des années de travail acharné, mon dévouement à la sculpture a commencé à attirer l'attention de certaines personnes influentes du monde de l'art parisien. Je n'ai pas pu y croire lorsque j'ai appris qu'une de mes sculptures avait été sélectionnée pour une exposition dans une galerie locale. L'invitation est arrivée un jour de pluie, alors que j'étais encore en train de me remettre d'une longue nuit passée comme serveuse. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, mon cœur a fait un bond. Amélie, vous avez été sélectionnée pour exposer votre travail à la Galleria d'Art Moderne. Toutes nos félicitations, dit la lettre. J'ai couru vers mon mentor, Jacques Moreau, pour lui annoncer la nouvelle. Il m'a accueilli avec un sourire fatigué, mais ses yeux brillaient de fierté. Jacques, j'ai réussi. J'ai été sélectionné pour exposer à la Galleria d'Art Moderne. M'écriai-je, presque à bout de souffle. Je savais que ce jour viendrait, Amélie. Tu mérites cela et bien plus encore, répondit-il en posant une main réconfortante sur mon épaule. La journée de l'exposition a été un tourbillon d'émotions. J'étais nerveux, anxieux et en même temps extrêmement excité. En arrivant à la galerie, j'ai été accueilli par une vague d'applaudissements. Mes mains tremblaient alors que je marchais parmi les gens, tous admirant mes sculptures. C'est alors que j'ai rencontré Pierre Dupont, un collectionneur d'art influx, qui allait changer ma vie à jamais. Bonsoir, mademoiselle Dufresne. Je m'appelle Pierre Dupont et je dois dire que vos sculptures sont absolument magnifiques, a-t-il déclaré avec un sourire chaleureux. Merci, monsieur Dupont. C'est un honneur de t'entendre dire ça, répondis-je,
essayant de garder mon sang-froid. Je souhaite investir dans votre carrière. Je crois que vous avez un talent unique et je veux vous aider à atteindre de nouveaux sommets, a-t-il poursuivi, à ma grande surprise. Je ne savais pas quoi dire. C'était comme si tous mes rêves se réalisaient sous mes yeux. À partir de ce moment, avec le soutien de Pierre, les portes du monde artistique ont commencé à s'ouvrir pour moi d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Il m'a présenté à des galeristes, des critiques d'art et d'autres collectionneurs. Ma confiance a grandi, et avec elle, la qualité et la profondeur de mes travaux. L'un des moments les plus mémorables est survenu lorsque j'ai appris que mes sculptures seraient exposées au Louvre. J'étais au milieu d'une séance de sculpture et j'ai failli laisser tomber mes outils lorsque j'ai appris la nouvelle. Jacques était à côté de moi et m'a serré fort dans ses bras. « Tu l'as fait, Amélie. Le Louvre. Ce n'est que le début, a-t-il déclaré, les larmes aux yeux. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Jacques. Merci d'avoir cru en moi, répondis-je, excité. Les jours qui suivirent furent une intense préparation. L'idée de voir mes œuvres exposées au Louvre était quelque chose que je pouvais à peine digérer. Lorsque le jour de l'exposition est enfin arrivé, j'étais à bout de nerfs, mais aussi débordant de joie et de gratitude. Voir mes sculptures au Louvre, entourées d'œuvres des plus grands maîtres de l'art, était une sensation indescriptible. La reconnaissance dont je rêvais était enfin à ma portée. L'exposition a été un énorme succès, et savoir que Pierre et Jacques étaient là et me soutenaient, cela en valait la peine. Ce fut le début d'une nouvelle phase dans ma vie, une phase où la reconnaissance et les opportunités ont finalement commencé à s'épanouir, transformant mes rêves en une réalité tangible et brillante. Après des années de combats et de sacrifices, le sentiment de revenir à Lyon était un mélange de nostalgie et de nervosité. J'étais dans le train, regardant le paysage défiler par la fenêtre. J'ai pensé à combien j'avais changé depuis la dernière fois que j'étais dans cette ville qui, malgré tous les regrets, était toujours ma maison. La nouvelle de mon exposition au Louvre, une étape incroyable pour tout artiste, était déjà parvenue aux oreilles des Lyonnais, dont bien sûr ma famille. En débarquant à la gare, j'ai été accueilli par des regards curieux et des murmures admirables. C'est elle, la sculptrice du Louvre, entendis-je dire. Malgré les regards, mon esprit était concentré sur le dîner qui aurait lieu ce soir-là au manoir Dufresne. Mon ancienne maison. Quand je suis arrivé au manoir, un frisson m'a parcouru le dos. Rien n'y avait changé. Les mêmes murs imposants, le même jardin impeccablement entretenu. J'ai été accueilli par la gouvernante, qui m'a lancé un regard mêlé de surprise et de respect. « Mademoiselle Amélie, c'est un plaisir de vous revoir, dit-elle en s'inclinant légèrement. « Merci, Marie, répondis-je en me forçant à sourire. Je me dirigeai vers la salle à manger, où mes parents étaient déjà assis. Henri, mon père, avait l'air vieux et Madeleine, ma mère, une expression indéchiffrable. Amélie, dit mon père avec un signe de tête. Félicitations pour votre succès. Merci, papa, répondis-je en m'asseyant à table. Le silence qui suivit fut pesant. Je savais que le dîner ne serait pas seulement une fête. Je suis fière de toi, Amélie, dit ma mère en brisant le silence. Même si j'aurais préféré que ça se passe autrement. Je sais, maman, dis-je en essayant de rester calme. Mais l'art est ma vie. Tout ce que je suis aujourd'hui est le résultat de ce choix. Mon père s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Amélie, il faut qu'on parle de quelque chose de sérieux. J'écoute, répondis-je, anticipant déjà ce qui allait arriver. Notre entreprise ne va pas bien, a-t-il commencé. Nous avons besoin de votre aide. Vous avez désormais de l'influence, des contacts. Vous pourriez nous aider à sauver l'entreprise familiale. J'ai senti mon cœur se serrer. Il y a des années, il m'avait renié parce que j'avais choisi l'art plutôt que les affaires. Et maintenant, alors que ma réussite était indéniable, il voulait que je abandonne tout pour le sauver. Papa, je ne peux pas faire ça. Tout ce que j'ai accompli a été le fruit de beaucoup d'efforts et de sacrifices. Je ne peux pas simplement abandonner ma carrière. Mais tu le dois à la famille. Insista-t-il en élevant la voix. Vous avez une responsabilité. Ma responsabilité est envers moi-même et envers mon art, répondis-je fermement. Je regrette que l'entreprise soit confrontée à des difficultés, mais je ne peux pas abandonner mes rêves à cause de cela.
La tension dans la salle était presque palpable. Ma mère, visiblement mal à l'aise, a tenté d'intervenir. Amélie, ton père ne veut que le meilleur pour nous tous. Nous voulons juste que tu sois avec nous, en famille. Une famille qui m'a tourné le dos quand j'en avais le plus besoin, répondis-je. J'ai construit ma vie à Paris, seule. Je ne peux pas y retourner maintenant. Mon père renifla, visiblement irrité. Alors c'est tout? Tu nous abandonnes encore? Je ne veux abandonner personne, mais je ne veux pas non plus être abandonné à nouveau, dis-je en me levant de table. Demain aura lieu mon exposition au Louvre. J'aimerais que vous y soyez, mais je ne peux obliger personne à me soutenir. J'ai quitté la pièce, ressentant un tourbillon d'émotions. La conversation n'avait pas été facile, mais je savais que ma décision était prise. J'avais suivi mon cœur et mon art, et je ne pouvais plus revenir en arrière maintenant. Le lendemain, lors de l'exposition au Louvre, j'ai remarqué la présence de mes parents dans la foule. Leur regard était plein de fierté et peut-être, pour la première fois, de compréhension. Même s'il y avait encore beaucoup de choses à régler entre nous, ce moment au Louvre a été une étape importante. J'étais en route et finalement, il semblait qu'ils commençaient à comprendre cela. L'exposition au Louvre a été un franc succès. Mes sculptures, qui mettent en valeur mon âme et mes émotions, ont conquis le cœur des critiques et des visiteurs, consolidant ma place dans le monde de l'art. J'étais au sommet du monde, avec l'impression que tous les efforts et tous les sacrifices avaient finalement porté leurs fruits. Mais le véritable tournant est survenu lors de la clôture de l'exposition. Henri et Madeleine, mes parents, étaient présents à l'événement. Je les ai repérés de l'autre côté de la pièce, en train de parler à des invités. Ils semblaient déplacés, comme s'ils n'appartenaient pas à cet univers que j'avais construit avec tant d'efforts. C'était la première fois que j'apercevais une certaine vulnérabilité chez mon père Henri, toujours aussi hautain et imposant. Alors que je discutais avec Pierre Dupont, le collectionneur d'art devenu un grand ami et mentor, il m'a lancé un regard inquiet. « Amélie, nous devons parler », dit-il en m'entraînant vers un coin plus privé de la galerie. « Que s'est-il passé, Pierre ?» ai-je demandé, sentant un frisson dans ma colonne vertébrale. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, et je pense que c'est le bon moment pour le révéler, » a-t-il commencé, d'un ton grave et sérieux. « Votre père, Henri, a tenté de saboter votre carrière au fil des années. Il a répandu des rumeurs à votre sujet et a tenté d'empêcher certaines galeries d'accepter vos œuvres. Mon esprit est devenu momentanément vide. »« Quoi? Que veux-tu dire, Pierre? Mon propre père ?» Pierre hocha la tête, d'un air triste. « Oui, Amélie. Il voulait désespérément que tu abandonnes cette vie artistique et que tu retournes à l'entreprise familiale. Mais heureusement, il n'a pas pu. Ton talent et ta détermination parlaient plus fort. » J'ai ressenti un mélange de choc, de colère et de tristesse. Comment aurait-il pu me faire ça? Toute la douleur et les sacrifices que j'ai endurés étaient en partie dus à lui. Je savais que je devais le confronter. J'ai marché d'un pas régulier vers l'endroit où se trouvaient mes parents. À mon approche, ma mère, Madeleine, remarqua mon expression et commença à s'inquiéter. « Amélie, que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé sur un ton inquiet. « Papa, nous devons parler. »« Maintenant ?» dis-je en regardant Henri directement dans les yeux. Il essaya de garder son calme, mais je remarquai un léger tremblement dans ses mains. « Bien sûr, ma fille. De quoi veux-tu parler? Je sais ce que tu as fait. Je sais que tu as essayé de saboter ma carrière, en répandant des rumeurs et en essayant d'empêcher les galeries d'accepter mes œuvres, a-t-il déclaré, essayant de garder sa voix ferme. Henri pâlit. « Amélie, je voulais juste que tu viennes à la maison dans l'entreprise familiale. J'ai pensé que c'était mieux pour toi. Le meilleur pour moi? Vous m'avez renié, vous m'avez expulsé de la maison et vous avez quand même continué à me faire du mal? Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai enduré, à quel point je me suis battue pour arriver ici », ma voix tremblait d'émotion. Madeleine regarda Henri avec incrédulité. « Henri, est-ce vrai? Tu as vraiment fait ça? » Il baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Oui, Madeleine. Je l'ai fait. » La révélation a choqué tout le monde. Les invités murmuraient, surpris par la trahison révélée.
Pierre s'approcha, posant une main réconfortante sur mon épaule. Amélie, tu n'as plus à porter ce fardeau. Tu es désormais une artiste reconnue et indépendante, dit-il avec un sourire encourageant. Henri, dont la réputation est ruinée, est contraint de se retirer des affaires. Madeleine, pleine de remords et visiblement secouée, a tenté de se réconcilier avec moi. Amélie, je suis désolée. Je ne savais rien de tout ça. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai pris une profonde inspiration, ressentant un mélange de soulagement et de douleur. J'accepte tes excuses, maman. Mais je dois continuer mon chemin, sans le poids des attentes familiales. Sur ce, je suis rentrée à Paris, déterminée à continuer à créer des chefs-d'œuvre et à inspirer d'autres artistes à poursuivre leurs rêves, quels que soient les obstacles. La trahison de mon père a été douloureuse, mais elle m'a aussi fait prendre conscience de la force et de la résilience que je possédais. Et ainsi, j'ai continué à façonner mon propre destin, libre et inébranlable.